une question qui est la première qu'on peut se poser quand on étudie, nous allons faire le chapitre sur la symbolique des chats, c'est savoir s'il y avait un chat dans l'arche de Noé. Ça, c'est la première question. Ça, c'est une lettre, comme on dit à Liège. Ah, y avait-il des chats? On n'en parle nulle part, sauf dans les lettres persanes de Montesquieu. Montesquieu présente, bon, on peut plutôt lui faire confiance, j'en sais pas rien, mais dans les lettres persanes, il parle d'un chat qui s'engage sur l'arche de Noé. Mais c'est le seul qui en parle, personne d'autre en parle. Est-ce qu'il y avait déjà des chats à cette époque-là? C'est possible. Avait-il une adoration particulière pour les chats? Montesquieu, c'est possible aussi. Et Paul n'en parlait pas non plus. Non. Non, je ne crois pas que Montesquieu, c'était son dada. Alors, ce que je vous ai dit la fois passée, M. Verton, il y a un sourire, là, un chat, le premier nom du chat, en égyptien, c'est Miaou. M-I-A. C'est pas possible. Mais vous riez de ne pas, c'est pas vrai. Non, c'est tout à fait sérieux. C'est à chercher. Oui, oui, et le chien, c'est ouf. Non. Non, absolument pas. Mais c'est à chercher et c'est tout à fait exact. D'ailleurs, je vais en parler à la dame qui fait les hiéroglyphes égyptiens. Et elle va présenter ça. Je vais lui demander d'en mettre un petit. Essayer de trouver ça. Mais moi, c'est Saint-Hilaire d'abord. Je lui ai dit, oui, mais et c'est un égyptologue après. Non, pas égyptologue. Un passionné des hiéroglyphes et de l'histoire d'Égypte. Je pense qu'il doit être décédé. C'est un grand spécialiste de l'héraldique aussi. C'est M. Boudard. Je ne sais pas si vous avez connu Boudard, si ce nom vous dit quelque chose. Boudard, il a écrit sur les, mais toujours des monographies sur l'Égypte. Et les hiéroglyphes, c'était son dada. Et l'héraldique aussi. Hein? Et il m'a montré ça un jour, mais ça fait sérieusement, et je crois qu'il a raison. Bon, c'est à retenir, hein? À retenir, disons, c'est pas une fantaisie. C'était dans l'Égypte ancienne, aujourd'hui? Non, dans l'Égypte ancienne. On ne connaissait pas le chat chez nous. Hein? Aujourd'hui, c'est toujours un miaou? Ah non, non, ça je l'ai pas dit. Hein? Non. Oui, ah ça j'en sais. Ah là, il faut aller voir. Il demande ça parce que je connais un Égyptien. Il faut lui poser la question. Très intéressant. Il n'y a aucun lien Les entre le... Égyptiens parlent arabe. Hein. Ah mais oui, Les Égyptiens n'ont pas une langue. y aurait-il les traces de cette ancienne interprétation, j'en sais rien, moi. Il y a un patois, mais une langue que l'on parle uniquement là-bas, qui n'existe pas. Le camp. Ouais, Non, c'est plus bas. Hein. C'est pourquoi pas? vers l'Éthiopie. Hein. Il y a des cotes ok. Oui. Bon, le premier rôle du chat, avant de parler de symbolique, le premier rôle du chat, eh bien, on l'honore, et ce sont les chats en général. On ne parle pas de chat dans ces documents. On parle d'une chatte que l'on honore un peu comme un saint guérisseur contre les piqûres de scorpions. Ça, c'est la première indication. On parle du chat pour la première fois, officiellement, dans un document égyptien. On en parle sur un papyrus, parce que le papyrus a beaucoup d'importance dans l'histoire du chat. Vous verrez ça tout à l'heure. On représente donc ce chat. On l'honore pour les piqûres de scorpions. Et d'un autre côté, il y aurait une représentation déifiée du chat, sous forme de déesse peut-être. Et je ne l'ai jamais vu. On reprend une partie du corps de chaque dieu de l'époque où on honore le chat. Ça veut dire que ce chat, c'est un bric-à-brac. Ce ne sont pas des attributs. Hein. C'est la barbe de l'un, c'est la tête de l'autre, etc. Et l'ensemble forme le chat. Ce chat qui sera honoré, et alors là, au fur et à mesure qu'on appréciera l'animal en question, eh bien, il va être honoré d'une façon assez particulière, parce que tout nous vient de cette civilisation-là. On va retrouver, mais c'est plus tard, une représentation de la déesse à tête de chat. On a un petit peu changé, on a une déesse maintenant, et une tête de chat, ce sera la déesse basse-tête, et on retrouve que cette fameuse déesse basse-tête, eh bien, les petits temples, parce que c'est tout de même assez petit, les petits temples, on les trouve à chaque fois à l'endroit où se trouvent des villes portuaires. Donc, il y a un rapport que l'on peut faire, même assez facilement, entre les villes portuaires où il y a des bateaux, où il y a des rats à profusion, et on a l'installation de ces différents petits temples
à la déesse Bastet, la déesse chat. Masculin l'emporte en principe. Donc, on peut dater ce culte à peu près 1000 ans avant Jésus. Donc c'est là que les temples à Bastet vont être... Oui, c'est un culte qui est pratique. Je n'ai pas dit que c'est pratiquement récent. Mais enfin, disons que ça peut paraître récent à côté d'autres cultes. Donc, ville portuaire, c'est important. Nous nous situons à l'époque du roi Salomon. Il y a un pharaon, je crois que c'est un Libyen, pharaon, il est noir, et il confie sa fille, la fille du pharaon, qui s'appelle la Sulamite, il confie sa fille et Salomon va l'épouser. Ce sera l'épouse de Salomon. D'ailleurs, c'est pour y revenir, c'est celle qui sera à l'origine des Vierges Noires, par exemple. Donc il y a déjà une autre chose à extraire de l'histoire des chats. Suite à un mariage entre la fille de Pharaon et Salomon, eh bien, vont naître les Vierges Noires. Donc c'est le début ici d'une autre aventure. La source du Cantique des Cantiques. Oui, c'est ça, l'auteur du... Je suis noir, on mais... fait passer pour l'auteur oui. du Cantique des Cantiques, et il parle de son épouse, il parle de la Sulamite dans le départ du Cantique des Cantiques, et c'est d'ailleurs de là que ça a été fait, on a écrit les Vierges Noires. Ça, nous avons vu il y a déjà bien longtemps. Alors, comment représente-t-on cette déesse? On l'appelle la maîtresse du delta, la déesse Bastet. Elle a une longue robe noire et elle a des oreilles très pointues. Et au bout des oreilles pointues, il y a des anneaux d'or. Donc voilà, cette représentation. Dans la main gauche, d'après la description, dans la main gauche, elle tient un sceau de l'ancienne Égypte, représentant un symbole. Le sceau marquait un œil. Donc c'est un sceau de l'ancienne Égypte avec un œil, elle présentait un œil. Dans l'autre main, sur le bras gauche, elle avait une corbeille vide. Donc ce sont ses attributs. Et sur le bras droit, il y avait un sistre, ces petites clochettes, ces petits tambourins, toutes petites cymbales, que peut-on encore dire, qui d'ailleurs auraient donné naissance à l'emploi des petites cloches à la messe. C'est une origine, ça peut s'expliquer. C'est un pape qui a inventé le système et il l'aurait pris de l'Égypte ancienne. C'était une mode là-bas, on l'employait à l'église. Dans le fond, ces petites sonnettes à l'église, c'est pour attirer l'attention. C'est un appel aux fidèles, c'est rien de plus. Ça veut dire que le moment est sacré. Il faut rappeler aux fidèles qu'il doit se concentrer pour participer à la suite de l'office. Et la consécration, il y en a 6 en principe. On ne fait plus ça, je crois. Ça sonne encore? Sonner? Oui. Quand il y a un enfant de cœur, oui, on sonne. Ah, oui, mais il y en a un toutes les 100 fois. Non. Eh bien, ce rite serait issu de l'Égypte ancienne. Il faut savoir aussi, puisque nous parlons des chats, que ces petites cymbales, ces 6, eh bien, servent également à appeler le chat. Je me vois mal appeler mes chats de cette façon-là, mais c'est une question d'habitude, probablement. On faisait fonctionner l'instrument, les chats. Alors, à une déesse, on offre des ex-voto, parce qu'on lui demande tout de même, c'est très curieux ce qu'on va lui demander à la déesse chat. Ça n'a rien à voir avec les félins. On offre des ex-voto, et que fait-on? Eh bien, on offre des chats momifiés, assis, pour commencer, et couché par la suite. Il y a donc 2 époques. D'abord le chat assis et le chat couché. Ce sont 2 façons de momifier les chats. Donc les ex-voto que l'on offre à la déesse, eh bien, ce sont les chats, vraiment les chats eux-mêmes, momifiés. Et là, ça devient très curieux. Il y a des cérémonies rituelles, dont on a retrouvé les traces, cérémonies rituelles, qui sont les immolations des chats. Parce que ce sont des sacrifices, il ne faut pas oublier qu'on sacrifie beaucoup de choses. Les gens, ça reste à refaire, enfin soit. On étrangle les chats. Ça d'abord, ils en verront d'autres. On les noie. Et on récupère leur corps. On embaume le corps du chat.
On présente ces chats d'abord devant la déesse Bastet, mais en demandant une faveur. Et la faveur, c'est toujours la même faveur qu'on demande, c'est-à-dire supprimer un ennemi. Donc voilà le but de l'offrande. Le but de l'offrande et l'ex-voto qui va se présenter. C'est curieux parce qu'il y a un lien à faire entre l'ennemi et l'animal en question. Lien que nous ne ferons pas, que nous n'en parlerons pas dans le contexte du coup. Alors, comment combattre l'ennemi? Comment implorer la déesse? Eh bien, on a parlé de momification du chat en question. On prend un papyrus et on note le nom de son ennemi. Sur ce petit papyrus, on le roule et on le met dans le corps du chat. Voilà une façon de conjurer le destin d'un ennemi. Et puis, on présentera d'autres chats en ex-voto si ça se réalise. Il y a une chose curieuse à constater, et je vais le faire dans un de mes prochains livres, en principe, c'est 2-3 lignes, c'est pas... cette pratique, mais oublions les chats, cette pratique d'ennemis et de papyrus, c'était probablement des morceaux de cuir, on la retrouve au Moyen-Âge. Lorsqu'on veut éliminer un ennemi, eh bien, on retrouve cette pratique, non pas avec un chat, mais d'une autre façon. On offre des bougies à nos saints depuis des siècles. Le fonctionnement est le même avec les chats. Exactement la même chose. Mais il doit y avoir un rapport entre nos offrandes que nous faisions aux saints dans les églises, parce qu'on retrouve ce genre d'offrande, la condamnation d'un ennemi, et avec ce qui s'est passé au Moyen-Âge et ce qui se passait dans l'Égypte ancienne. Donc, il y a deux sortes de chats au départ. Parlons de l'Égypte ancienne d'abord. Il y a le chat protecteur et le chat sacrifié. Il y a donc une grande différence entre les deux. Un chat que vous avez élevé, bien souvent c'était des animaux sauvages à l'époque, ils n'étaient pas très domestiqués, mais ils l'ont fait plus tard, les Égyptiens l'ont fait quand ils ont pu retirer quelque chose d'intéressant de l'animal. Il y a les protecteurs et il y a les sacrifiés. Les protecteurs, on en appellera très peu, mais on va surtout nous engager sur le chemin des chats sacrifiés. Un détail aussi, en signe de deuil, quand un chat meurt dans une maison, parce que c'est tout de même un personnage très influençant dans une maison, le propriétaire de la maison et son épouse doivent obligatoirement se raser les sourcils. C'est un signe de deuil quand on va sonner chez quelqu'un. Si le propriétaire vient ouvrir avec les sourcils en main, ben voilà, c'est un signe de deuil. C'est dire l'importance qu'avait tout de même le chat. Alors, l'Égypte, avec tous les détails, bien sûr, que l'on ne connaît plus, on s'est très peu intéressé à cette histoire, j'imagine. Les cadavres des chats. Le chat est mort, le chat on mort naturellement, on l'a étranglé, on l'a noyé, eh bien, il y a un processus qui a été mis au point, un rite plutôt, où le chat est amené, probablement avec une sorte d'encens et des petits instruments, des cistres entre autres, et on amenait le corps du chat devant la déesse à l'état de cadavre d'abord. C'est une histoire assez, vous allez me dire abracadabrante, mais il y a une question qu'il faut poser tout de même, c'est pourquoi cette adoration du chat, de cette façon-là du moins. Et ça, cette question, malheureusement, peut rester sans réponse. Il y a donc un cimetière du chat tout autour du temple de la déesse Bastet. Et ce cimetière, on en a retrouvé. Chaque chat était enterré dans une cellule de briques. Donc, on a le petit chat comme ça, des briques, un autre à côté, des briques, donc entre deux murs de briques. Ça peut être en rapport avec un symbole dans l'Égypte ancienne. Bon, maintenant, il y a évidemment un commerce qui va naître avec les momies embaumées des chats. Parce que si vous en voulez à quelqu'un, vous voulez faire une offrande à la déesse, mais vous achetez le chat de quelqu'un qui est déjà embaumé. Il suffit d'y placer, par je ne sais pas quel moyen, y placer ce fameux papyrus avec le nom de votre ennemi. Donc il y a un commerce déjà, un commerce des momies. On parle en 1859, c'est tout de même ancien, entre Le Caire et Luxor, on aurait découvert, et c'est tout à fait sérieux, 300 000 chats.
300 000 chats. On a tout remballé dans un bateau, on a porté ça en Angleterre, et ça a servi d'engrais. Vous connaissez des exemples, c'est assez effrayant. Hein? Il y a plein de momies de chats ici à Bruxelles, hein, au musée du Cinquantenaire, dans la section égyptienne, c'est rempli de chats. Je voudrais aller revoir ça parce que depuis mes culottes courtes, j'ai plus mes pieds. Oui, mais c'est assez impressionnant. Alors, après cela, il y aura une autre démarche, le chat embaumé, mais placé dans un sarcophage, avec une tête de chat. On a remarqué que certains sarcophages, probablement des gens plus riches que les autres, eh bien, la tête de chat était en or, dorure ou en or, comme les pharaons. Encore une fois, c'est un intérêt un petit peu anormal. Hein, on s'adresse à ces animaux, je ne sais pas, moi ça ne me paraît pas du tout normal. Le chat, les Grecs vont connaître le chat, et je ne sais pas comment on dit en grec, mais ça c'est un autre problème. Le grec nomme les chats celui qui urine partout. Il doit y avoir un mot en Ça, grec. c'est un mot, ça. C'est comme ça qu'ils appellent les chats, les Grecs. Je crois qu'ils ont été assez effrayés lorsqu'ils ont découvert l'animal. Donc ça leur a posé certains problèmes. Hein. Celui qui urine partout, c'est le chat. Reste à voir les caractères. Ah oui, ça c'est sérieux. Hein. Bon, on va tout de même passer l'époque égyptienne. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire dans un premier temps. Hein. On va découvrir, mais beaucoup plus tard, le coq en France. Et en Aquitaine, on va retrouver le nom du coq qui est Catous. Catous en Aquitaine, peut-être ailleurs aussi, mais là on a un document sérieux hein, qui date, je pense, du fin du XIIe au début du XIIIe siècle. Catous, cat est une racine celte qui veut dire belliqueux, bagarreur. Donc déjà, il a un insigne. Hein, quoique le Catous en question, on va le retrouver chez les Romains. Eh bien oui, j'y viens. On a découvert une tombe à Rome d'un jeune garçon hein, qui tient un chat dans ses bras, et il y a un coq qui mord la queue du chat. C'est une représentation que l'on voit parfois dans des livres d'art hein, de la Rome antique. Hein. Et c'est une tombe, et sur la tombe, il y a indiqué Catous Laetus. Donc c'est un enfant qui est mort, disons, assez jeune, et on l'a représenté avec son animal domestique. Donc ça date au début, disons, il y a à peu près 2000 ans ici. Je vais parler de l'Aquitaine, en Bourgogne également, on parle de chat, hein, Catous. L'épisode suivant, eh bien, nous sommes au milieu du 7e siècle. Pardon. Les Arabes vont envahir l'Égypte. Les Arabes qui ne connaissent pas le chat à cette époque-là, mais c'est un animal qui va les inquiéter. Ça va les inquiéter, et le clan sera divisé en deux chez les Arabes, comme souvent. Il y en a qui vont dire, mais le chat porte bonheur, porte chance. Il faut adopter un animal, ça porte chance. Et les autres, l'autre clan dira, mais le chat, c'est le démon qui les habite. Donc deux clans chez les Arabes. C'est un peu maintenant comme on va réagir chez nous au Moyen-Âge. Hein. Et même encore par la suite, mais d'une façon un petit peu moins barbare. Mais les Arabes ont placé le chat en question dans le paradis d'Allah. Il s'y trouve. Ça, c'est aussi une recherche, il faut savoir pourquoi. Finalement, ils se sont décidés, mais toujours deux clans. Chez les Arabes, ils aiment les chats. Pourquoi? Mais parce que le chat est un animal lunaire, comme leur calendrier. C'est un animal lunaire. C'est un animal qui voit surtout la nuit. Et ça va surtout les intriguer. Parce qu'ils ne connaissent pas, apparemment, un animal hein, qu'on a domestiqué, mais qui voit la nuit. Il a les yeux pour voir le jour et les yeux pour voir dans les ténèbres. Ça, c'est un problème qui va un petit peu les intriguer. Alors, nous sommes en 1307. On va faire un bond terrible en avant. Nous sommes en 1307. Hein, les croisades ont eu lieu, mais apparemment, nous n'avons pas connaissance que des gens de chez nous auraient ramené des chats dans nos régions. C'est une légende, et pourtant on en parle parfois. Vous savez, on a très peu ramené des croisades, il ne faut pas se faire l'idée. Hein. C'est l'histoire qui a été transformée après le Moyen-Âge, et surtout au XIXe siècle. Hein, on nous parle des moulins à vent, tous ces trucs-là. Je trouve ça
un peu ridicule, et on m'a démontré A plus B que tout ce qu'on aurait rapporté des croisades, je ne sais pas si vous avez un exemple, le port de la barbe, j'ai appris ça à l'école, le port de la barbe, il y a des gens qui portaient la barbe, et même avec beaucoup d'élégance. Les reliques. Les reliques, oui, avec beaucoup d'élégance. Hein. Il y a rien. Oui, les reliques, on les a ramenées, ça oui, ça c'est certain. Hein, ils y sont même très bien retrouvés. Hein. Il y en a qui se sont enrichis avec la vente de reliques. Enfin, l'important n'est pas là. Donc, en 1307, on a l'arrestation des Templiers. Le gros problème, lorsqu'on passe les Templiers à la question, il y a toute une liste de questions, je crois qu'il y en a à peu près 90, je crois, des questions qu'on va leur poser presque rituellement, lors de leur jugement. Après, ils passeront un petit peu à la torture, mais ils avoueront, c'est la question 14 et 15 qui concerne les chats. Je vous dis, il y en a à peu près 90. S'il n'y en a pas 120. Je ne sais pas s'il n'y en a pas plus. Hein. Il y en a 120, 125. Oui, absolument. Ça existe. Hein. On a eu une chance énorme. C'est lors de la Révolution française. Je ne sais pas exactement, c'est à Paris. Ils ont tous démoli, les sans-culottes. Et puis ils ont trouvé une liste à un moment donné. Et le type a dit, tiens, ça peut servir. Il a roulé la liste et il l'a emporté. Seulement, il a restitué acquis de droit après la Révolution, et c'était la liste des questions des Templiers. Vraisemblablement, il y a plein qu'on les a trouvés. Et on a ce questionnaire type, avec tout ce qu'on leur a demandé, c'est invraisemblable, il faut dire ça, c'est du plus haut comique. Hein. Ça va jusqu'au petit nœud qu'on faisait manier pour attacher son manteau. Tout y passe. Hein. Tout. Là, quand on en veut à quelqu'un, on met le paquet. C'est ce qui a été fait, 1307, donc arrestation des Templiers. Alors, on leur reproche d'avoir adoré un chat, les Templiers, un chat, qui apparaissait à certaines de leurs séances au chapitre. Quand ils s'assemblent au chapitre, eh bien, il y a un chat qui passe de temps en temps, quoi de plus naturel, mais n'empêche, c'est vous dire avec quels yeux on voyait des chats à cette époque-là. Mais ça ne va pas changer par la suite. Hein. Ça ne va pas changer, du moins pas immédiatement. Donc, l'Église a décidé qu'accepter un chat dans une salle de chapitre, eh bien, c'est faire outrage à la foi catholique et faire outrage à Dieu par la même occasion. Donc, on ne sait peu de choses que peut-être la présence d'un chat, mais par hasard peut-être. Hein, bon, j'en suis persuadé, mais enfin, il y en a qui vont contredire ça. Par hasard, bon, mais il y a un chat qui apparaît de temps en temps, un chapitre, c'est un peu tout à fait normal. Hein. C'est un peu normal, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, une chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un lien entre les Templiers et le chat. Ça, on ne peut pas en sortir, et ce lien, nous allons l'examiner avec certains liens. Voilà, et nous commençons par celui-là. Ah oui, à sa main gauche, oui. Ça, vous l'avez vu. C'est un personnage qui lit un pouvoir, en principe. Hein? Si vous étiez à ma conférence au Bruxelles, on en a parlé sur les mystères de Bruxelles il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'il faut en reparler peut-être d'une autre façon, en donnant des éléments complémentaires qui n'entrent pas, qui entrent dans l'histoire de Bruxelles, mais enfin disons que ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'apparition chat. Alors, avant les Templiers, avant l'arrestation des Templiers, nous sommes tout au début du XIIIe siècle. Il y a une secte dans nos régions, que l'on appelle les Stadingues. Ne me demandez pas d'où vient le nom, on n'en sait absolument rien. On sait peu de choses sur eux, sinon leur disparition. On ne sait pas d'où vient le nom, on sait qu'ils sont en Brabant, il y en a peu, mais on les trouve surtout en Frise, dans la région rhénane et au Luxembourg. C'est une secte qui adore un ou des chats. Pour ces gens, c'est l'être supérieur, le chat. Il faut qu'on lui rende hommage. Maintenant, dans l'histoire de Bruxelles, qui font des volumes et des volumes, il y a, je pense, de mémoire, 3 lignes sur les Stadingues, rien d'autre. Hein. Donc ce sont des gens qui sont inconnus. Il faut pour ça retrouver des bouquins où on parle de sorcellerie, où on parle des chats, où au lieu d'avoir 3 lignes, il y en a 5. Et en mettant toutes ces 5 lignes ensemble, on peut tout de même savoir de quoi il s'agissait, mais en étant très prudent. Il y a une chose étonnante, c'est que cette secte, en principe, devait avoir beaucoup de monde. Il devait y avoir beaucoup de monde parce que le pape va réagir. Donc pour que le pape réagisse, c'est une petite secte avec 2-3 chats. Hein, on ne peut pas comprendre ça. Mais ici, nous avons affaire à un pape qui est Grégoire IX, qui n'est pas le meilleur, c'est un dominicain,
Et en 1233, il va rédiger une bulle dans laquelle il va donner l'ordre, et au duc de Brabant d'abord, d'exterminer ces stadins. C'est d'ailleurs le seul qui va bouger, c'est Henri Ier, il va bouger d'une certaine façon. Le duc de Brabant va dire, moi je ne me mouille pas avec ces trucs-là, je confie ça à mon fils. Et Henri II, bon, ben, il est parti à la chasse des stadins, ils ont tous été massacrés. Je pars du principe, en étant très prudent, qu'il doit encore y avoir dans nos régions, il faudrait examiner le Rhin et la Frise, un peu contrairement, il doit y avoir des traces de ce culte. Et je me lance en présentant Bruxelles, où sur la Grande Place, eh bien, il y a la représentation ancienne d'un brave homme qui lit un grimoire, en principe. Hein, il doit y avoir ça en dessous du bras, mais il a un peu disparu. Et il a à côté de lui un chat qui l'accompagne. Ce qui me fait tiquer, c'est que le chat est interdit sur un monument civil, profane ou religieux. C'est une interdiction. Sauf quand on peut établir qu'il y a un rapport entre les Templiers et l'endroit en question. Puisque les Templiers, et vous l'avez compris, nous ont amené des chats chez nous, ils ont une flotte, les chats ce sont ils attaquent les rongeurs, ils attaquent les rongeurs, ils attaquent les rats, les chats sont utiles, les chats, eh bien, ils arriveront chez nous fin 12e, début 13e siècle, ils arriveront chez nous, ce sont les Templiers uniquement qui possèdent des chats. D'où ce procès, ces articles du procès où on parle de chats. Chat égale démon, chat et démoniaque. On a donc cette représentation qui est unique. Il y en aura d'autres après, peut-être, mais pas à cette époque-là, où on a, vous voyez le petit chat, vous le voyez bien, je crois, où il y a le petit chat qui se trouve là, qui suit un petit peu les gestes de son maître. Je vous donnerai un complément d'information pour ce chat, parce que Paul de Saint-Hilaire avait une idée. D'abord, il nous en a parlé il y a bien longtemps comme étant animal démoniaque, étonné de le trouver à cet endroit, mais aussi une sorte de rébus sur la Grande Place. Et il m'a révélé, ça peut être, je ne vais pas exagérer, mais pas 3 mois avant sa mort. Il y avait une recherche complémentaire à faire, tout cela à partir de ce petit chat, qui n'est pas innocent du tout à cet endroit. Là, on essaiera d'en parler tout à l'heure. Nous sommes au sud de la Bretagne. Les Templiers sont installés sur une île, quelle île est-elle? La commanderie existe toujours, je n'ai jamais mis les pieds là, mais il fallait que ça existe toujours. Et ce qu'il y a de spécial à cette commanderie, c'est qu'elle est reliée à la terre ferme par un pont. Ce n'est pas celui-là, mais c'est le même. C'est le même exemple. Donc, de l'île, on passe à la terre ferme par un pont. Ce pont a été sacralisé, puisque le pont s'appelle le pont de Saint-Cado, C-A-D-O. C'est un saint que l'on trouve qu'en Bretagne. Et bien malheureusement, lorsque j'ai fait la Bretagne, eh bien nous n'avons pas été dans la région en question, dans le sud de la Bretagne, on n'a pas été par là, où on devrait retrouver des Saint-Cado. J'en ai pas vu, j'en ai jamais... Oui, j'ai une représentation dessinée. Hein. C'est un saint qui est en habit de moine, et dans sa... Oui, c'est un abbé. C'est un abbé, et dans sa manche, il a la tête d'un chat qui apparaît. C'est dire donc que lui, il était protecteur des chats. C'est Saint-Cado. Mais je n'ai pas de représentation, comme on a vu l'Ivoire tout à l'heure. Alors, Saint-Cado est connu pour une chose, il y a un rapport donc entre le saint qui a donné son nom au pont et le fait que le pont existe. Sinon, ça n'a aucun sens. Quand on a un pont qui s'appelle Saint-Jean-Népomucin, eh bien c'est qu'il y a une raison. Saint-Jean-Népomucin est le protecteur des ponts. C'est un saint du Moyen-Âge qu'on a récupéré adroitement à l'époque baroque. Saint-Jean-Népomucin n'est jamais représenté comme au Moyen-Âge, même pas à Prague. Quand vous verrez, vous connaissez certains ponts, on représente la statue de Saint-Jean-Népomucin, qui est bien souvent très grand. Au milieu du pont, je pense à Vianden. Pardon ? À Vianden. Vianden. Il y en a un à Mehdi. À Bruxelles. Il y en avait un. Oui, il y en a au musée. À Bruges. À Bruges. Il y en a encore, mais on les a enlevés. Alors, ce qu'il y a de comique, je vais parler de mon ami Roux Jacob, ça c'est très bien. Encore une. Oui, parce qu'il faut de temps en temps citer les contradicteurs, c'est intéressant aussi. Eh bien,
il prétendait, rien n'empêche de le croire, mais il prétendait que l'endroit où on plaçait la statue de Saint Jean Népomucène, c'est l'endroit où les bateaux doivent passer. Et c'était ainsi, là on passe, mais là on ne passe pas. C'est valable, hein? C'est l'arche la plus haute. Oui, pas toujours, hein? Parce que j'en ai rencontré sur des gravures où le Saint n'est pas au milieu du pont. Ça veut dire qu'il est possible, pourquoi pas, que ça fasse double emploi, que ça indique aux bateaux où ils doivent passer. Mais c'est une version très, très profane et laïque. Très route Jacob. Mais je l'ai pas, oui, mais je l'ai pas oublié. Ah oui, il y en a encore, hein. Oui, oui. Il y en a encore. Mais je l'ai pas oublié parce que rien n'empêche de croire que cette version. L'autre est valable, mais celle-là peut être très valable aussi. Hein. Et cadeau, ça ressemble à gado, le C'est chat, hein. chat en C'est espagnol. chat Hein. breton, en breton. Hein. En breton aussi, ah bon. Oui, ben voilà. Ah bon, on va les trouver partout. Donc ces ponts qui ont été réalisés par les fameux frères pontifes, hein, quand le pont est réalisé, il y a toujours une légende. Ça veut dire que Saint Cadeau aurait aidé la nuit à construire ce pont à une vitesse vertigineuse. Seulement le diable qui l'a accompagné dans le travail lui a dit: oui, mais ce pont, il est là, il sera là demain matin, mais je veux l'âme de la première personne qui passe sur le pont. Et que fait-on 9 fois sur 10? Eh bien, le premier qui passe sous le pont, c'est un chat. Le diable est roulé, il s'en va, il aura sa vengeance à un autre endroit. D'où pont Saint Cadeau. Hein? Ce moine, ce abbé plutôt, qu'on le représente avec un chat dans sa manche. Voilà cette nouvelle explication. Voilà un chat qui est tiré d'un livre du 19e siècle. Hein? Je ne sais pas si c'est pas daté. Non, ce sont ses poils. 19e siècle, on représente le chat quand on parle des Templiers, puisque il se pourrait que l'article principal de la mort, de la condamnation des Templiers, ce soit l'existence de ce chat dans leur commanderie. C'était une des raisons pour laquelle, chez nous, en Occident, eh bien, le chat était considéré comme démoniaque, étant donné que les Templiers ont été condamnés. Donc tout ce qui touchait de près l'ordre du Temple sera condamné. Style les chats, mais là c'est très méchant, mais les frères pontifes également, ceux qui construisaient les routes de pèlerinage, ceux qui ont construit les commanderies templières, ce n'est pas les Templiers, ils n'étaient pas maçons. Tous ces gens-là, tous ceux qui paraissaient être près des Templiers seront condamnés automatiquement. L'ordre des frères pontifes, eh bien, des côtés d'Avignon, par là, ils ont été en quelque sorte sauvés, protégés, mais tous les autres sont rentrés dans d'autres ordres religieux. Il y a toute une histoire à faire, mais on en parlera plus en détail, en principe dans 2 ans, dans 1 an et demi, pardon, 2 ans. Donc, c'était, voilà comment le chat devait apparaître. Hein, pour les Templiers, au XIXe siècle, on va dessiner une tête de chat qui devait peut-être avoir un rapport avec le sang. Peut-être. Mais c'est dans un livre consacré à la condamnation des Templiers qu'on le retrouve. Alors, il y a une chapelle à Saint-Cadeau à la sortie du pont, qui malheureusement ne se trouve pas sur la photo. Et dans la chapelle, il y a une tête de chat qui est sculptée à l'intérieur. Ce qui devient de plus en plus rare. Nous avons vu la grande place, mais il y en a une autre ici, très mystérieuse, dans la chapelle Saint-Cadeau, à l'extrémité du pont. Et le nom du patelin, c'est encore? Je ne sais pas. Ah. Je me demande si c'est pas Saint-Cadeau le patelin. En règle générale, le chat est exclu de toute la symbolique romane. Il faut oublier ça dans la symbolique romane, sauf quand il y a un rapport avec les Templiers. Parfois, ce rapport est lointain. Je parle lointain dans le rapport lui-même, hein, parce que bon, les Templiers, en général, tout cela a été placé à la même époque, pendant que les Templiers étaient encore existaient toujours, étaient tolérés. À l'abbaye de Montmajour, dont on a beaucoup parlé, il y a une tête de chat, je l'ai vu celle-là, c'est assez grossier, c'est assez gros, hein, avec des moustaches, mais ça peut plus penser une tête d'ogre, hein, ou de bête féroce qu'un chat, mais n'empêche, le chat, on le reconnaît, sur les représentations, ce sont les oreilles. C'est l'église de Péronne, hein, c'est pas tellement loin de la frontière, où nous rencontrons, c'est l'église Saint-Furcy, église Saint-Furcy qui appartenait à une commanderie templière. Et nous avons la trace de cette appartenance. Vous avez ici, remarquez, il y a un chat tête en bas. Il est un peu maigrelet, mais c'est un chat. Ce qui veut dire que c'est un label
de fabrication. Cette église est une église templière. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a eu des templiers qui se sont rendus dans cette église, mais c'est une construction à l'origine templière qui appartenait à la commanderie voisine de Péronne. Hors les murs. C'est pour ça que ça m'étonnerait que les Templiers s'y soient rendus à des offices, étant donné que la commanderie se trouve toujours hors les murs, jamais en ville. C'est une règle générale qui peut nous aider à contester ce que d'autres historiens ont écrit. On a parlé de Bruxelles, qui avait une commanderie templière, et je sais, si on a écrit là-dessus, c'est tout à fait faux. Alors il y a l'étape suivante, là il faut avoir le temps, c'est d'aller repérer les sceaux templiers. Et on voit exactement où étaient établis les Templiers. S'il n'y a pas de sceau, ils ne s'y trouvaient pas. Pour Bruxelles, je vous avais dit dessus, il n'y a absolument rien. On parle d'un hospice templier, je ne sais pas si tu sais ça, Simone. Non, je devrais. Oui, en principe, oui, te connaissant, oui, en face de l'église Saint-Nicolas. On a parlé des petites maisons qui sont en face, qu'au Moyen-Âge, il y avait un hospice pour Templiers. Je crois que c'est farfelu. N'empêche, c'est à vérifier. On n'en peut rien trouver. Donc, comment est venue cette erreur à Bruxelles, et la situation des Templiers? Eh bien, c'est très simple. L'église de la Madeleine est une église de conception templière, mais de conception uniquement. Il y a un clocher octogonal. Il y a le triplet à l'arrière avec les trois petits. Je crois qu'il y en a plus maintenant, ils ont transformé ça. C'est une église à tendance templière. Tous les ingrédients s'y trouvent. À l'arrière se trouvait un ordre religieux, qui était peut-être les frères pontifes, mais du moins l'ordre religieux dans lequel ils se sont intercalés. Ils ont essayé de trouver une place. Et dans les années 1840, on a retrouvé, en changeant le pavement de l'église de la Madeleine, on aurait retrouvé deux grandes tombes de chevaliers. Et on a dit ce sont les Templiers. Ça confirme le tout, c'est une église templière, voilà les Templiers de Bruxelles, qui avaient une commanderie dans la puterie. C'était très vite, mais à l'époque, il faut se placer à une époque où personne n'a écrit sur Bruxelles. Maintenant, tout le monde écrit, à cette époque-là pas. Il y avait une Bible que les deux archivistes, là, et les Mouters, ce sont des volumes qui datent de 1840, 1850. Il y a des erreurs, mais ce sont des perles pour essayer de s'y retrouver dans les quartiers anciens. Mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Avant ça, il y avait, comment il s'appelait encore? L'abbé Mann, je crois que c'était un jésuite, qui a écrit sous Bruxelles. Un gros bouquin, il est très gros, avec des dates. Et chaque fois qu'il y a une date, il y a un événement détaillé dans Bruxelles. Mais c'est tout. Il n'y a personne qui s'est donné la peine d'écrire un livre descriptif de Bruxelles. Absolument pas, ça n'existe pas. Donc, étant donné qu'on a une Bible rédigée au milieu du 19e siècle, eh bien, il faut accorder, c'est la Bible, c'est l'officiel. Mais il faut être très très prudent dans ces livres. Essayer d'un petit peu de faire un peu la recherche soi-même. Nous allons rester à Péronne, l'église Saint-Furcy, où nous avons l'autre chat sur de l'autre côté. Il est là. Voilà le chat. Il y en a encore un là aussi. Donc, possession templière. On ne peut absolument rien dire d'autre. À Lyon, il y a également une tête de chat. Je crois que c'est Saint-Jean, cathédrale Saint-Jean, à Lyon. Et là, curieusement, le chat tient dans ses mains une femme nue qui chevauche un bouc. C'est vraiment, je ne l'ai pas, et je le regrette infiniment, mais je l'ai vu en photo, très grand. C'est une façon très curieuse de représenter le chat, ce qui renforce encore que le chat, eh bien, c'est le démon. On ne peut pas nous représenter la femme nue sur le bouc, eh bien, et le chat la tient en main. C'est pas mal, mais malheureusement, je n'ai pas de représentation et je le regrette. Où nous avons une tradition maintenant. Nous avons une tradition du chat, c'est à Ypres. C'est l'ancienne commanderie templière qui a été réédifiée tant bien que mal, puisque Ypres a été complètement détruite en 1468. On a récupéré cette façade, on l'a aménagée par l'arrière, c'est l'ancienne, pas commanderie, préceptorie du temple. La commanderie devait se trouver en dehors, il y en avait une à Bruges, il devait y en avoir une à l'Écluse aussi. Donc c'est une représentation. C'est ce qu'on appelle pour les abbayes le refuge, qui est tout sauf un refuge. Donc ici, vous pouvez aller la voir, je crois que c'est le bureau de poste maintenant. C'est la poste, oui. À Ypres.
Vous pouvez aller la voir, elle est bien. Seulement, et là vous vous en souvenez, il y a ce deuxième dimanche de mai, à Ypres, on devrait une fois se rendre là, où on jette du haut du beffroi, on jette des chats que l'on lie par la queue, 2 à 2 dans des sacs, et on les lance dans la foule. Oui. Alors quand le sac tombe, on l'ouvre et on massacre les chats. Ça c'est un rituel, deuxième dimanche du mois de mai. Ça s'est fait depuis le Moyen-Âge. Maintenant on lance des... Plus, non, non. Ah non, on lance des pluches. Maintenant, c'est des pluches. Maintenant, ce sont des, Ah oui. des espèces de poupées, si vous voulez. C'est ça, oui. Il y a un cortège du chat, c'est vraiment la journée du chat. Hein. Non, bah, au Moyen-Âge... Ah oui, oui, jusqu'au 18e. Oui, certainement, jusqu'au 18e, jusqu'à la Révolution. Oui, oui, voilà. Et il y a une raison à cela. Jusqu'à la Révolution, on lit les queues des chats ensemble, 2 par 2 dans un sac, on les lance dans la foule qui massacre les animaux. Dans le fond, c'est une victoire de la lumière contre les ténèbres, certes, rien de plus. Hein. Rien de plus. Évidemment, ça a un petit peu changé par la suite. La Saint-Jean d'été, parce que c'est enfin un symbole de lumière, la Saint-Jean d'été sera un jour également dans le calendrier où on massacre les chats. Alors, j'ai un exemple à Metz, en Lorraine, où on place 13 chats, curieusement, 13 chats dans une sorte de cage. On va allumer un bûcher et on va descendre cette cage petit à petit jusque dans les flammes. Là, ce sera la réjouissance publique, encore une fois, c'est le démon que l'on vient d'abattre, hein, et la lumière reprend. Ça existait au milieu du XIVe siècle, et effectivement, un peu avant la Révolution française, eh bien, cette coutume va être abolie complètement, comme à Ypres d'ailleurs. Donc il y a un fait, c'est qu'à la Révolution, quelque chose va se passer. Quoique les chats, on les aimait déjà, il y en a une preuve d'ailleurs, Richelieu adorait les chats, il y en avait un petit peu de tous les côtés chez lui. Donc c'est tout de même qu'il y a une tendance à en faire un animal domestique. Mais Richelieu, nous sommes au XVIIe siècle. Hein, c'est quand même très tard. Donc, qui dit chat dit templier. Ça, c'est pour tout le Moyen-Âge. On a dit, c'est un pas en plus, on a dit que les templiers, c'était des chats qu'ils adoptaient, des chats noirs et blancs. On n'a pas beaucoup de preuves, mais ils auraient conservé leur fanion, hein, qui était toujours noir au-dessus, blanc en dessous, c'est-à-dire profane qui arrive à la lumière. C'est donc les deux couleurs du chat. Ce sont des chats templiers, ils sont noirs et blancs. Les couleurs ont aussi de l'importance. On l'a dit, je vous rapporte ce qu'on a dit. Alors ici, c'est un peu plus compliqué. Nous sommes à Bourges, où à Bourges, on parle d'une église Saint-Ursin. Je pense que nous l'avons vu. Et là, il y a une erreur flagrante sur le petit panneau où on va visiter. Mais il ne reste plus que le porche qui se trouve dans une rue pas loin de la cathédrale. Il n'y a plus que le porche. C'est donc l'église Saint-Ursin, point final. Celui qui a mis ces indications, eh bien, il a un petit peu péché parce que, en principe, ce serait l'entrée, le tympan de la commanderie templière de Bourges. Si bien qu'on retrouve tous les éléments templiers, à commencer par le chat, qui est là, tout en haut. Hein, si vous voulez voir les dias, au grec, on peut les repasser tout près, parce que je ne crois pas qu'on voit du jour. Il y a un petit chat qui est là et qui se trouve en face d'une sorte de pelote de l'Inde. C'est un petit peu à ça que ça représente. Hein. C'est intéressant parce qu'on découvre pour commencer, hein, le code secret des Templiers, puisque le chat fait partie du code secret des Templiers. Le code secret du Templier, c'est le roman de Renard. Tous les animaux qui interviennent dans le roman de Renard, eh bien, ils ont des noms et ils représentent des personnages. Si bien qu'au-dessus, on a un épisode du roman de Renard, on a le coq qui conduit un char. Où se trouve le renard? On a une scène, cigogne et le loup.
qui va donner naissance à La Fontaine, qui a magnifiquement écrit un répertoire de fables qui existait déjà il y a bien longtemps avant lui, mais Ésope. il en a fait quelque chose de très beau, Ésope notamment. Voilà ces scènes. Donc, le code secret des Templiers, c'est la représentation des animaux du roman de renard. Chaque animal a une représentation particulière. Le renard, par exemple, c'est le Templier. Le loup, ce sont les Teutoniques. Le lion, ben, c'est le comte de Flandre, etc., etc. Donc toute cette cage représente des animaux qui ont un sens. C'est un Templier qui a rédigé le roman de renard. C'est Nivard, à Gand, Château des Comtes, qui va rédiger le roman de renard pour les Templiers. On a, en dessous, j'oublie d'en parler, on a des cavaliers qui sont en train de détruire des chiens également. Il faudrait examiner tous les... On a les saisons, plutôt les mois de l'année, finalement, en dessous. Donc on a l'intérêt, bien sûr, c'est d'avoir un chat qui se trouve là tout au-dessus, qui prouve que ce tympan provient de l'ancienne commanderie templière, et on l'a baptisé Saint-Oursin, pour en faire l'entrée d'une église. C'est une chasse au sanglier qu'il y a au deuxième étage. C'est une chasse au sanglier, ce qui est typiquement templier, parce que le templier, le sanglier a la connaissance, et on n'a pas la connaissance. Les templiers sont considérés comme des gnostiques, et on supprime les gnostiques, voilà ce que ça représente. Donc, encore des indices, le templier, les mois de l'année en dessous, intéressant aussi. C'est supérieurement intéressant, cette représentation. Les chats finiront sur le bûcher, bon, on l'a vu plusieurs fois déjà, un peu comme les Templiers, quoi, ils auront la même fin. Les chats sont donc considérés comme des animaux utiles, même s'ils sont démoniaques, c'est tout de même des animaux utiles. On va parler d'une utilité, je crois que c'est la principale au Moyen-Âge. Ce sont les boyaux de chat, ce sont les meilleures cordes pour façonner l'arc. C'est très intéressant. Voilà à quoi va servir le chat. Nous sommes après l'arrestation des Templiers. Les cordes du violon, mais ça, je ne suis pas sûr. Oui, mais je ne sais pas. En boyau de chat. Oui. Maintenant, à l'époque. Les raquettes de Les tennis. raquettes de tennis. Les raquettes de tennis. C'est pas du chat. Si, au début, C'est c'était du chat. Donc, ils protègent, les chats protègent des rongeurs, ça c'est une chose, et les boyaux servent à la construction, à la conception des armes. Seulement, étant donné qu'en France, les Templiers ont été condamnés, le chat en même temps est persécuté, et de très méchantes façons, parfois, bien, la France ne possède plus de chats actifs. Ça a coûté beaucoup de vies sur la France. C'était la bataille de Crécy en 1346. Philippe VI, qui est un petit-fils, Philippe VI, non, c'est le frère, c'est un des fils de Philippe le Bel, Charles X, le Valois, oui, Philippe VI. Philippe VI va prendre la tête des armées à Crécy, il va attraper un bouillon, quelque chose d'extraordinaire, et la raison, c'est que l'ost, la France n'emploie plus les chats qui éliminaient les rongeurs, c'est-à-dire les animaux qui viennent ronger les cordes des arcs. Étant donné qu'ils n'ont plus de chats, eh bien, les rongeurs, ils vont ronger tous leurs armes, ils seront complètement dénus, tandis que les Anglais, eh bien, eux, ils ont toujours le chat, ils conservent le chat est utile à l'armée. C'est peut-être une des grandes raisons de la défaite à Crécy. Dans les chroniques contemporaines, le chat est cité, on revient en disant oui, mais si on avait, c'était peut-être une victoire, une demi-victoire, tandis qu'ici c'était. Mais on en parle, c'est pour ça que j'en parle également. Donc ils auraient été responsables d'une très grande défaite d'ailleurs. La peste noire également, on les a accusés d'amener la peste, on dit que ce sont les rats en principe qui amènent la peste. Alors les protecteurs des chats ont dit, ben voilà, les rats nous apportent la peste. Si on avait les chats, eh bien tous ces rats auraient déjà disparu depuis longtemps. Parce qu'on a toujours eu des défenseurs et des contradicteurs. Je crois que c'était la bataille de Crécy. Si je ne m'abuse,
un épisode assez obscur. Bon, voilà encore une représentation de ce code du roman de Renard, hein, où il doit en principe y avoir un chat. À Paris, lorsqu'on attrapait des chats, on les mettait dans un grand sac et on les brûlait à la place de Grève à Paris. Le public, on dansait autour, c'était un rite. Hein, bon, on a un cortège ici. Si on peut décrypter ce cortège en tenant compte de l'emploi des animaux, leur nom, ce qu'ils représentent, et bien on peut décrypter ce message. Je ne sais pas, on a un âne là. L'âne, en principe, c'est Saint-Bernard. Je sais que les Templiers n'aimaient pas beaucoup Saint-Bernard. Hein? Donc l'âne, c'est Saint-Bernard. L'âne qui dit, d'ailleurs, l'évangile ici, hein, ou qui chante des chants grégoriens, c'est Saint-Bernard. Le chat, il est là. Il est ici. Il tient aussi une boule en main, c'est curieux ça. Oui, la terre. Le chat La ici. terre qui est ronde. Encore l'âne ici qui dit la messe, donc c'est Saint-Bernard. Ce serait pas un sablier, non? Non, Non. non, ça ressemble pas à Comme une tête de chat tout à fait au-dessus. Non, à côté de la croix. Non, ce ne sont pas des chats. Si, ça peut être un renard aussi. Une tête. Ça dépend, oui, il faut examiner il y a une procession ici aussi des animaux, hein. Il y a un âne aussi, il faut examiner tout ça, il faut décrypter, c'est un amusement. Hein. Non, mais c'est dire que c'était les messages templiers, c'était leur code secret, c'est avec ce code-là qu'ils pouvaient s'exprimer. Et puis après, bien sûr, le code, tout le monde s'est un petit peu adapté, c'est un peu comme pendant la guerre, un code, on trouve ça rapidement, ils ont dû adopter d'autres façons de travailler. Mais le premier, c'est celui de Livard, hein, qui a été rédigé au Château des Comtes à Gand. À Aix-en-Provence, autre coutume, on va emmailloter les chats, un petit peu comme les bébés, on les emmaillote. Hein, et à certaines occasions, on demande au peuple de les brûler, un jour précis, à une heure précise, un rassemblement. En principe, ce sont des fêtes qui ont été réglées d'après la position du soleil à certains moments. Hein, la Saint-Jean d'été, c'est fantastique, hein, ça peut pas être mieux hein, dans le contexte. Il y a un saint qui va également intervenir dans l'aventure du chat, c'est Saint Bonaventure. Pourquoi? J'en sais absolument rien, qui doit avoir un rapport avec le chat, mais ce sont des écrits qui ne sont pas venus jusqu'à nous, bien qu'on ait été supprimés entre-temps, hein, c'est impossible. Nous avons la légende dorée de Jacques de Voragine, ou dominicain, et encore une fois, tout le monde s'est basé sur la légende dorée. On a réédité il n'y a pas tellement longtemps, mais c'est expurgé. Hein. On a retiré beaucoup de choses qui, vraisemblablement, ne devaient pas intéresser les gens, mais c'est tout à fait idiot. Hein. Il faut prendre une version de la légende dorée qui a été faite au siècle dernier, déjà 1890, celle que je possède est de 1890, et on voit exactement les passages qui ont été supprimés. Il y en a notamment un qui est très important, c'est celui qui est consacré à Mahomet. Et il en parle seulement dans les nouveaux, on ne l'a pas réédité. Il explique exactement comment il a reçu le Coran, etc. etc. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est méchant. Et on ne l'a pas réédité maintenant. En 1890, ça paraissait, il y en a encore d'autres, hein, où il a semblé que les saints n'avaient pas d'importance. Je dis Saint Bonaventure, par exemple, qui a une correspondance avec le chat, mais qu'on n'a jamais trouvé. Alors, Saint Bonaventure rassemblait les cordeliers, l'ordre des cordeliers, nous sommes à Aurillac. Les cordeliers invitaient des jeunes gens, on choisissait un seul chat au hasard, pourquoi un, comme qu'ailleurs on les met tous dans le même sac, et on va immoler le chat, on fait 5 fois par an. Donc voilà encore tout ça peut avoir une signification rituelle très intéressante. Hein. On va s'intéresser au rite des Incas au Pérou, mais on ne s'est jamais intéressé au rite du chat. Et c'est bien dommage, je vois qu'il y a beaucoup de choses. Toutes ces coutumes, j'ai parlé de la Révolution française, toutes ces coutumes ont été abolies par le roi Louis XVI. On ne sait pas comment c'est arrivé. Mais un beau jour, il y a dû y avoir un déclic. Il a dit, mais non, les chats, c'est fini, on leur fout la paix. Je ne sais pas comment. Bon, Louis XVI est le premier qui a signé l'autorisation
pour les Juifs de pouvoir inhumer dans les cimetières en toute liberté. Louis XVI, il en a signé des actes que la Révolution a pris à son compte. C'était facile. Louis XVI, un jour, se trouve dans un bois, et il voit des gens la nuit qui enterrent quelqu'un, mais tout à fait en grand secret. Il a posé des questions, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? On lui a expliqué. Le lendemain, c'était fait. Ce sont des détails, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Dans le domaine de la bibliothèque, des livres, lectures, etc., ça existe aussi. Mais la Révolution a tout repris à son compte. Donc Louis XVI serait ici à la tête de ce mouvement qui va réhabiliter le chat. Le rite des cages, mais je ne vous les cite plus, il y en a tout de même eu, il y a beaucoup. En Bourgogne, par exemple, la fête du chat, c'est le cas de le dire, ça se déroulait le mercredi des cendres. Alors, les enfants étaient présents, ils avaient chacun un bâton, hein. Ils avaient, au bout du bâton, on avait pendu un chat vivant, on avait cloué la queue du chat au bout du bâton, on se baladait comme ça en ville, et le rite voulait que chaque enfant, ou plusieurs, sonnent à la porte d'une ferme, et la ferme devait donner du bois brûlé. Quand on avait récolté tout le bois brûlé, eh bien on faisait un feu de bois sur la place et on brûlait les chats qu'on avait au bout du bâton. Hein? Ça devait faire mal. Voilà ici encore une représentation du chat ici qui est en train de chasser un oiseau. Un oiseau qui est... C'est aussi du Moyen-Âge, un oiseau qui était peut-être sacré. Il y a des oiseaux qui étaient sacrés chez les chevaliers de la table ronde, par exemple. Dans la quête du Graal aussi, ce sont des oies dans la quête du Graal. Voilà, souvenir d'Alsace. Hein, on a découvert, grâce à notre ami Lepé d'ailleurs, hein, on ne savait plus quoi faire à la fin de la journée. Il nous a amené à voir une église qui était sympathique. On a la présentation d'un chat dans un chapiteau à l'entrée. Hein. Alors on appelle ça dans la région les 7 péchés capitaux est terminé. Si le chat savait ça, il ne serait pas content. Hein. Donc ce chat, là, il est présent. Un rapport, je ne dirais pas ici aux Templiers, mais aux démoniaques. Un rapport avec le démon, avec Satan, d'une certaine façon. Ça peut remplacer le serpent s'il y avait Adam et Ève. Encore une fête, c'est le vendredi saint. Un vendredi saint où il y a un baptême du chat. C'est en Allemagne. En Rhénanie, il y a un baptême du chat. Ça veut dire que le chat reçoit un nom, un chat noir. On le baptise Judas. Donc on ne pouvait pas trouver un autre. On le baptise Judas et on le lance du haut d'une tour et il va s'écraser. C'est un rite que l'on fait en Rhénanie le vendredi saint. Encore Oh non, ça me comprend. Est-ce que ces chats qu'on sacrifiait, est-ce qu'ils devaient être obligatoirement noirs ou tous les chats de la fête? On parle de chat noir, c'est le cas ici. Hein, c'est le cas pour l'Allemagne. Les Templiers, chat noir et blanc. Hein, le fanfanon est fait comme ça. C'est souvent un chat noir. Ce qui a fait que le chat noir peut avoir une certaine importance. Hein, soit qu'il est bénéfique ou maléfique. Il y a un partage. Le 13, moi je dis souvent le 13, vendredi 13, ça peut être maléfique si on n'aimait pas les Templiers ou si on n'aimait pas les Templiers, mais ça peut être très intéressant hein, si on aime les Templiers, alors c'est un porte-bonheur. Donc là, il y a ce vendredi 13, c'est le vendredi 13 octobre 1307 que les Templiers ont été arrêtés. Ce vendredi 13 est donc porte-bonheur, porte-malheur, ça dépend comment considérer les Templiers. Le chat aussi, je crois que ça peut suivre, hein, ce fameux chat noir, parce qu'on parle souvent du chat noir. Hein. Évidemment, quand on les met plus dans un sac pour les brûler. À Wervik, c'est un patelin pas loin de Tourcoing, je crois, près de la frontière. Eh bien, là, c'était plus gai parce que on plaçait des câbles, des cordes, les rues n'étaient généralement pas grandes, on plaçait des cordes d'une fenêtre à l'autre des deux côtés de la rue. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des pots de terre, des grands pots de terre, et on enfermait un chat
dans chaque peau, et on lui mettait, et là c'est quand même raffiné, on lui mettait des petits nœuds de couleurs différentes à ses pattes, à sa queue, autour de son cou, etc. Et on les plaçait dans ce genre de pot de terre qui pendait dans les rues. Ce qu'il fallait faire, eh bien, il y avait un jeu, bien sûr. On amenait les joueurs sur une sorte de... comment on appelle, un attelage qui est conduit par des bœufs, hein, dans les rues, probablement. Et le jeu, c'était, sur l'attelage, on devait briser à coups de poing les chats, les pots de terre, on tuait le chat et on prenait, c'est pour celui qui avait le plus de rubans, hein, il avait gagné. Ça, c'est une pratique qui se faisait pas loin de Tourcoing. Donc, c'est encore ce genre de pratique avec il faut retenir une chose, c'est que le chat est considéré comme diabolique. On a dit que le chat, dans sa queue, un peu comme en Barnefosse avec Saint-Antoine, le chat dans sa queue, chaque chat a un poil de la barbe du démon. C'est comme ça qu'on définissait l'animal, d'où l'animal, on est obligé de le repousser. On dit que le chat noir, et à chaque fois, on parle du chat noir à nouveau, hein, on retrouve à chaque fois l'âme d'un assassiné, d'un personnage assassiné ou même qui s'est suicidé. Donc, ici, le chat est démon et il possède une âme. C'est la première fois qu'on parle d'une âme avec le chat, mais celle d'un assassiné, hein, ou d'un homme ou une femme qui s'est suicidé. Alors, comment détecter le chat s'il est possédé? Il paraît que c'est très simple. On lui passe une patte dans le bénitier, et si le chat se débat avec violence et qu'il fuit, eh bien c'est le démon. Voilà un dessin qui est ancien. Ça doit être du 18e. Un dessin qui représente donc... C'est Anglais. Ah, c'est très possible à faire le... Oui, oui. Et bien voilà, ce sera anglais. Hein, c'est la pleine lune. Et les sorcières vont au sabbat, hein, sur leur balai. Hein, elles se rendent au sabbat et les chats, bien sûr, accompagnent. Les chats sont là, puisqu'on va faire maintenant l'assimilation entre les sorcières et le chat. C'est du 18e, à une époque où on pourchasse les sorcières. Il faut se faire une idée qu'au Moyen-Âge, on ne pourchasse jamais les sorcières. Lorsque vous voyez une représentation, la chasse aux sorcières au Moyen-Âge, c'est de la vaste blague. Elle est considérée, on en a besoin. Rien que pour lancer des sorts, c'est intéressant. Elles font le travail que tout un régiment ne peut pas faire. Donc, on ne poursuit pas, on n'arrête pas les sorcières. Ce sera au XVIIe siècle et même encore en XVIIIe. J'ai retrouvé en Flandre française un procès qu'on a fait à des sorcières qui ont tous été brûlées à Bétigny, dans le nord de la France. Des sorcières qui ont été arrêtées, jugées, condamnées et brûlées. 1756, hein, sous le règne de Louis XV. C'est effrayant. Dans le nord de la France. On dit que la langue de chat est venimeuse, un petit peu comme le serpent. Le chat est toujours présent à une messe noire. Donc ça c'est pour lui, c'est du gâteau. Hein. La messe noire, quand on la représente, il y a souvent un chat qui accompagne. Évidemment, à l'opposé, la langue du chien va être considérée comme guérisseuse. N'oublions pas les dominicains, c'est eux qui le prétendent. Le symbole des dominicains, c'est le chien, c'est le symbole de Saint-Dominique, hein, le chien qui tient dans sa gueule un flambeau. Saint-Dominique prétendait mettre le feu au monde. Donc le chien, automatiquement, est guérisseur et bénéfique. Le chat, lui, ben, c'est tout autre chose. Par contre, je vous avouerai autre chose, quand vous êtes malade, vous avez 39 de fièvre, vous avez la grippe, le chat viendra à vos pieds. Ou bien il s'approchera de vous, il se mettra à un endroit où vous souffrez. Ça, je l'ai déjà remarqué. C'est une vierge à l'enfant qui se trouve à Boulogne-sur-Mer, où nous avons un indice, nous avons un chat au pied de la Vierge, ce qui est rarissime. C'est rarissime et pourtant elle existe. Ça a une signification. Nous ne sommes plus dans le domaine templier maintenant. Hein. Nous sommes tout de même après la Renaissance, nous sommes au XVIIe siècle.
Ah oui, en pleine connaissance. Et on a ici la présentation d'une vierge qui allait l'enfant Jésus, qui est emmaillotée, un peu comme le poisson, c'est curieux. C'est pas courant. L'âne, le bœuf. Mais il y a un chat à ses pieds. Ça se trouve à Boulogne. Par contre, il y en a une qui se trouve à Liège, excusez, mais je n'ai pas la dire, tu dois la connaître, dans la cathédrale. Il y a une vierge également, une vierge au chat. Et je vais un jour passer dans la cathédrale où il y a le Lucifer qui est une des merveilles de Belgique. Il y a un Lucifer à Liège. Oui. Qui représente, on l'appelle le diable, mais c'est Lucifer, qui est une œuvre de Geertz. Derrière la chair de vérité. Oui, c'est ça. C'est une merveille. C'est une merveille. Et j'avais un jour, j'avais un ami curé qui était liégeois, qui est décédé, mais il était très vieux. Et un jour, on devait se voir à Liège, on s'est donné rendez-vous à cet endroit-là, c'est unique. C'est la maison, non? T'as connu la maison? On était en dessous tous les deux, ça comme ça. Il rousse peut-être tout le temps. Il dit, si, vous me donnez rendez-vous. Il est un peu comme ça, trop cool. Ah, il m'a dit, c'est pas très catholique. Et ça se trouvait dans l'église, ça c'était un con. Alors ce chat, cette vierge au chat existe encore à Liège. Elle est ancienne. Je n'ai plus l'époque en tête, mais je pense qu'elle est antérieure à celle-là. Je pense. Est-ce que ce serait un souvenir d'Estadingue aussi? C'est possible. J'en ai parlé. C'est possible. Mais la secte d'Estadingue a été pourchassée, exterminée, principauté de Liège, Frise, les Bordurin et une partie du Brabant. Probablement ce qu'on appelle maintenant Brabant Wallon, mais c'est en toute liberté. Hein. Le chat aurait rapport à cette secte qui adorait le chat. Ils ont été condamnés pour. Moi je dis toujours c'est une répétition générale pour les Templiers. L'histoire de Stradin, on les a bien choisis. Mais je dis, il y a peu, dans l'histoire de Bruxelles, il y a quelques lignes. Hein. Il n'y a vraiment rien, mais l'origine du nom, on ne sait pas. Il faudra retrouver ça ici. Alors, je voudrais vous citer un texte que je n'ai pas appris, que j'ai retrouvé dans un livre de Paul de Saint-Hilaire, que je ne connaissais absolument pas, et je le regrette. Ça se passe à Westkapelle. C'est dans, je vais dire, quand on dit, c'est dans la Flandre. La Flandre française, ça va. Hein. Westkapelle, c'est déjà en France. Hein. C'est déjà en France. Oui, il y a une église Saint-Sylvestre, et je voulais vous montrer ça il y a des années. On devait aller visiter l'église, elle est fermée, on est en train de tout démolir à l'intérieur, elle tombe en ruine, mais il y a un vitrail qu'il fallait voir. J'avais déjà les notes, mais malheureusement, bon, l'église elle est fermée pour toujours. On ne va pas les restaurer, cette petite église, mais j'ai la description d'un vitrail qui a rapport au chat. Nous sommes dans l'église Saint-Sylvestre. Il y a une pierre funéraire qui appartenait à Henri de Warhem, qui était chapelain. Nous sommes donc à la fin du XVe siècle. À côté de lui, il y a une autre pierre funéraire qui est Ludwig van Kappel, Ludwig van Kappel, qui est une pierre de la même époque hein, et qui est en marbre blanc. Je les ai vus, mais je ne sais plus quand, mais il y a des années. Les deux tombes donc sont placées l'une à côté de l'autre. Au-dessus de ces deux tombes, il y a un vitrail. Il y a une indication sur ce vitrail. Non, il y en a deux. Les vitraux datent de 1530, 1540, époque de Charles Quint, en plein règne de Charles Quint. Et un vitrail représente des jarres renversées, hein, les jarres de Westkapelle, c'est comme ça qu'on appelle ce fait qui se rapproche plutôt de la magie ici. Et ces jarres renversées, il y a du lait qui coule, un lait blanchâtre qui coule des jarres. Et que voit-on? Eh bien, il y a un chat qui lorgne ce lait et qui est prêt à bondir. Moralité de l'histoire. Le seigneur en question, Henri de Warhem, était seigneur Sire de Lic. C'est son nom, Sire de Lic. Et on dit toujours un chat dans une église, une nouvelle fois, ce n'est pas normal. Mais on peut décrypter cela parce que un code du XVIe siècle, si je me souviens bien, c'est un code du XVIe siècle, où on peut refaire, on peut décrypter ce vitrail, donc jarre de lait, ça qui va bondir, le lait blanchâtre. On peut prendre le mot lait, le mot cap qui est chat,
le mot haut, puisque le chat est haut sur l'armoire ou le banc en question, et Lic, le seigneur de Lic. Les 4 mots décryptés nous donnent catholique, les catholiques, pluriel. Il doit y avoir une signification, dit-on, qui s'est perdue. Ça a peut-être un sens. N'empêche, quand on décrypte le vitrail, c'est ce qu'on obtient, un des deux. Le texte, de toute façon, d'un cryptogramme est toujours en français. La symbolique est française. On a probablement créé une autre symbolique dans d'autres pays qui n'a rien à voir avec la symbolique romane. Tout est en français, même en Hollande, où il y a certains rébus symboliques qu'il faut retrouver, ce sera toujours en français. Mais il peut y avoir une autre origine. Pourquoi pas? Je vous ai montré donc la Vierge au chat en question. Alors il y a, je l'ai noté, cette petite histoire de Charles Perrault, dans les contes, ces fameux contes, où on raconte qu'il faudra aussi voir l'origine de ces contes. Charles Perrault, c'est un homme extraordinaire, Perrault. J'espère qu'un jour on aura le temps de voir ça dans tous les détails. Tous les contes de Perrault ont un sens extraordinaire, philosophique et même alchimique. Donc il y a toute une étude à faire chez le personnage de Perrault, que l'on néglige généralement, chez les frères Grimm aussi. Ce sont des gens très intéressants, qu'on a vulgarisés avec leur conte, avec leur fable d'une certaine façon, mais il y a une deuxième lecture à faire de ces contes, c'est notamment celui de la Belle au bois dormant, que nous verrons bientôt. Il y a une autre étude à faire dans ces contes. Donc ce sont des gens qui sont très intéressants. Oui. Le Chaboté, entre autres. Oui, mais je ne parlerai pas du Chaboté, je parlerai de Charles Perrault. C'est une petite histoire. Perrault raconte que une veuve laisse à ses 3 héritiers un bien. Il y a d'abord une huche qu'elle lègue au premier de ses enfants, un rouleau à pâte et une chatte blanche. On rencontre pour la première fois dans les écrits de Perrault la présence d'un chat, et c'est une chatte blanche. Ce n'est pas un chat noir. Celui-là aussi, il est un chat blanc. C'est une histoire qui n'est pas de Perrault à l'origine, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire qui va être interprétée par Perrault. Il va transformer l'histoire, il va prendre un meunier, l'histoire d'un vieux meunier qui va mourir, et il laisse 3 héritiers. Ces 3 héritiers vont recevoir un don. Le premier va recevoir un moulin. Le second va recevoir un âne. Et le troisième, un chat. Donc nous sommes, si je m'amuse, au XVIIe siècle. Le moulin, eh bien, si on fait de l'alchimie, on peut éventuellement faire un rapport entre le moulin et la recherche de la pierre philosophale, puisque le moulin est important dans cette recherche. L'eau qui arrive a énormément d'importance dans la recherche de la pierre philosophale. L'âne, c'est l'âne d'Apulée. On est en plein conte ici. L'âne d'Apulée qui se voit obligé de faire des épreuves, 12 épreuves pour redevenir un homme, puisqu'il a voulu copier, il a subtilisé l'onguent d'une sorcière, elle l'a transformé en âne, et il devra faire, un peu comme Hercule, 12 travaux et redevenir homme. Seulement son travail, le 12e, ce sera de manger des roses. Il n'y a que l'âne, en principe, qui peut manger des roses, du moins l'animal que l'on connaissait à l'époque de la symbolique romane. Donc l'âne mange la rose et il reçoit la connaissance qui est représentée par la rose, c'est une convention, et il redevient homme. Transformation, c'est l'histoire d'Apulée. Il y en a d'autres, il y a d'autres fables dans ce style-là, parfois même érotiques. Donc on a affaire ici à une progression, ça peut être une progression philosophique, mais ici alchimique, au départ du moulin, de l'âne et du chat. Lorsque l'on reprend ces 3 éléments et qu'on les place, ça c'est pour Simone, qu'on les place dans le contexte de la grande place de Bruxelles, qui serait un grimoire alchimique, c'est une cathédrale, la grande place de Bruxelles, c'est peut-être la dernière des cathédrales. Dans ce grimoire alchimique qui est représenté dans toutes ces maisons, eh bien, on reprend la maison du moulin, elle existe, elle se trouve à un endroit bien précis, dans la maison des ducs de Brabant. Il y a la maison de l'âne qui se trouve à l'entrée de la rue au beurre.
Et il y a le chat, qui est celui que je vous ai montré sur l'hôtel de ville. On obtient exactement un triangle isocèle. Ça m'a été révélé, mais je n'ai malheureusement pas la suite, 3 mois avant sa mort, par Paul de Saint-Hilaire. Il y a une suite à donner à cela, mais je ne l'ai pas. Ça ne trouve dans aucun livre. Donc on a tout en haut du triangle, la pointe du triangle, on a ce moulin à eau, on a, en descendant à gauche, on a l'âne, exactement les mêmes proportions, et on a le petit chat en question. Est-ce que ce chat a un rapport alchimique? Alors on abandonne l'idée des stadins que je me faisais il y a beaucoup plus longtemps que ça. Donc ça, il faut oublier. C'est intéressant, hein, mais je n'ai pas la suite, malheureusement. Il devrait y avoir une suite à ça. Il y a encore des recherches à faire. On retrouve également de temps en temps un chat, c'est sur les miséricordes, dans les stalles, dans les cathédrales, dans les collégiales. De temps en temps, on en trouve un. Et il est arrivé de retrouver cela à côté du fou qui est représenté sur les miséricordes. Donc il y aurait peut-être une démarche à faire pour retrouver ce qu'il y aurait comme rapport entre le fou du village, le fou, celui qui ne peut pas s'initier, et le chat démoniaque, peut-être. Je crois qu'il ne serait pas représenté. Voilà, c'est un beau petit chat qui est en train de croquer. Et là, c'est un chat blanc. Le chat noir en question, porte-malheur, porte-bonheur, c'est difficile à prendre position. C'est très difficile à prendre position. Une des dernières fois aussi que j'étais chez Saint-Hilaire, il y a un gros chat noir qui est installé dans son fauteuil, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait rien du tout, il s'est trouvé très bien là, il faisait que dormir dans ce grand fauteuil, un chat tout noir, un tout gros. Il est resté là. Et il m'a dit, ça porte bonheur, parce que la même semaine, il a signé un contrat avec un éditeur allemand. Et c'est là qu'il a fait la linguistique en allemand. On dit qu'un chat qui miaule à l'aube, lever du soleil, ça porte bonheur. Ah bon? En aube, hein. Pour les Slaves, dans la mythologie slave, il y a aussi des chats qui interviennent, mais pour eux, ce sont des esprits, les chats, les esprits des granges, étant donné qu'ils protègent les fermiers. Hein. Oui, là, chez les Slaves, on est vite considéré comme esprit. Hein. Donc le chat, c'est l'esprit des greniers, voilà ce qu'il représente. Reste à voir si son âme, il reste au... Hein. Dans le fond, ce qui a condamné les chats, ce sont les yeux, surtout. Hein. Premièrement, ils voient dans le noir, et puis ce sont des morceaux de braie. Vous avez bien certainement vu un chat qui vous regarde dans les yeux, c'est parfois effrayant, hein. Surtout avec une lueur un peu Des ouverte. flambeaux. Ah oui, Ou des cierges, ou des... C'est assez curieux. Étaient maléfiques les chats qui naissaient en mai. J'imagine que le solstice que l'on fêtait en juin, c'était les chats du mois de mai qu'on a égorgés, qu'on a brûlés, tout ce qu'on en a fait avec eux. Donc mai, c'est le mois où les chats qui naissent en mai portent malheur, ils sont maléfiques. Hein? J'ai encore des notes. Si on trouve un chat noir avec une petite touffe de poils blancs, toutes les richesses du monde sont à vous. Alors, il y a quelque chose de plus méchant, c'est Charles Ier, le roi d'Angleterre, qui adopte un chat, la chance, le bonheur, fantastique, il a son animal domestique à lui, la même semaine il se faisait décapiter. Il a dit le chat. C'est toi Simone? Oui. Non, c'est pas le chat Simone. Donc le chat participe au sabbat, surtout le mardi gras. Le mardi gras, c'est une date clé avant qu'on se fasse ceinture. Donc le chat, c'est celui qui va au sabbat, et le mercredi des cendres, eh bien, il va se cacher, en principe. Les chats qui ne se cachent pas le mercredi des cendres, qui sont revenus du sabbat, les tardifs, eh bien, on peut les abattre sur place. Imaginez que le mercredi des cendres, c'était la chasse aux chats. C'est aussi un petit détail de l'histoire. Ces sabbats se donnaient généralement où il y a des mégalithes, hein, où il y avait des pierres du diable, et il y en a pas mal. Hein. En général, c'est là que ces sabbats se déroulaient. Il y a des tableaux de Bruegel également, où on retrouve des chats. Jérôme Bosch, je ne sais pas, mais il doit y en avoir aussi. Mais chez Bruegel, il faut les regarder, parce que Bruegel est un peintre descriptif, c'est un grand philosophe, et il décrit certaines scènes. Il peut y avoir un rapport au Stadin, par exemple, dans l'œuvre de Bruegel, il y a un chat. Il y a toujours un moulin, par exemple.
dans les œuvres de Bruegel. Il est toujours caché quelque part, ou suggestif peut-être. C'est pas sa signature. Rapport à son blason, qui sont 3 fers de moulin, d'or sur fond de gueule. C'était son blason, et souvent il y a des moulins, des ponts aussi, également. Chat et pont, il faut voir, il faut examiner ça à la loupe. L'œuvre de Bruegel, ça existe. Il y a encore un livre qui est apparu il n'y a pas longtemps, où on a repris toute l'œuvre, détaillée, tous les tableaux détaillés. Ce sont les Suisses qui ont fait ça. C'est très intéressant, il faut avoir cela dans sa bibliothèque. Voilà encore une représentation du roman de Renard. Ça se trouve en Hollande, référence aux Templiers, mais ici, roman de Renard, où on a tous les animaux qui sont présents. Les animaux, qu'est-ce que je fabrique ici? Les animaux qui sont présents. Vous avez le lion et la lionne au milieu, comte de Flandre, comtesse de Flandre. On n'aime pas tant. Ça fait partie du roman de Renard. C'est à Ulst. Ulst, je crois que c'est à Ulst. Oui. C'est à Ulst, oui. C'est ça, c'est à l'entrée de la ville. Mais oui, c'est intéressant. Oui. Alors, et ça c'est très peu connu, on ne peut pas tenir un chat au-delà de 7 ans. Et là, tout le problème commence. Un chat doit se garder 7 ans, pas plus, il faut le renvoyer. Et l'autre chose à faire, il a une autre mission en principe, à condition de croire aux missions des chats. Par contre, un chat 9 vies. On dit qu'il y a une tradition qui veut, dans certains pays, que le chat aurait 9 vies. À la dernière vie, d'ailleurs, il donne son âme au diable. Ah oui, ça continue, ça suit. Hein. Alors, un chat qui a 10 ans, vous avez un vieux chat qui a 10 ans, vous le gardez, mais vous êtes certain que la personne qui garde le chat, c'est un sorcier ou une sorcière. Attention, imaginez-vous ça, vous êtes dénoncé au Moyen-Âge comme avoir tenu un chat 10 ans chez vous. Il y a des témoins, il y a 2 témoins qui viennent signer, mais vous passez sous le bûcher. Hein. C'est un fait. Hein. C'est une dénonciation toute trouvée. Hein. Attention, dans certains pays, ce genre de dénonciation des loin des chats existe toujours. 16 ans. Toujours. Les oiseaux, on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà comment le chat sera adopté par les sorcières. Je ne sais rien, mais je dirais tout. Voilà encore la représentation d'un tympan. En principe, il doit y avoir un chat qui se trouve. Je crois que c'est entre les 2 poules. Oui. Enfin, c'est pas tellement grave. C'est l'entrée d'une commanderie qu'on a récupéré d'un pan d'entrée, et on a le chat ici qui est transporté par les 2 poules. Je crois même que c'est 2 coqs. Hein. Oui, c'est des coqs. La poule est considérée comme un animal un peu zozo. Hein. D'ailleurs, on n'a qu'à la voir marcher. Hein. Cet animal n'est pas normal. Hein. Ben, vous avez déjà bien regardé les poules avancer, ou bien le coq, quand vous tapez dans les mains, cet animal, un coq pas, hein, lui il vous regarde et puis il continuera son aise. Hein. Mais ici c'est encore une représentation du Moyen-Âge, où on retrouve notre chat. Le chat par la suite a été considéré comme messager de la mort, surtout dans les campagnes. Un chat qui vient vous rendre visite à l'improviste, c'est qu'il y a un petit problème à la clé. Par exemple, je suis certain qu'il y a beaucoup de patelins, campagne, où on parle. Quand un chat quitte subitement la maison d'un malade, c'est qu'il annonce le décès aussi. Le malade, il est dans tous ses états, le chat s'enfuit, c'est qu'il annonce le décès. Le maître de maison doit s'attendre à avoir certains problèmes. Compagnon de la mort. Les rats quittent le navire. Non, mais c'est tous les animaux sentent la mort. Il y a un tableau que je n'ai pas, mais je pense maintenant de Bruegel. Il y a un tableau qui représente la mort de la Vierge. Je devrais regarder, mais j'ai oublié. Où il y a également un chat. On présente un chat endormi près de l'âtre. Regardez, moi je vais l'oublier. Mais si vous avez le tableau de Bruegel, vous pouvez trouver ça. Voilà ces représentations qui ne sont pas tellement anciennes. Je mentis, c'est pas de Rops. Ben oui, c'est ce que je veux dire. C'est ça. Avec une grassouillette comme ça passe pas. Même une parisienne est représentée comme ça. Non, c'est pas Rops, mais c'est le même style. On dirait des panthères. Ah oui, c'est presque. Ah oui, mais ce sont des chats. Hein. C'est pas Toulouse-Lautrec? Ce sont les. Non, c'est plus rondouillère. Non, c'est certainement pas Lautrec. J'ai hérité ça d'une
En principe, c'est Paris. Hein. Oui, Notre-Dame là-bas. c'est Montmartre. Des sorcières. Oui, ce sont des sorcières qui vont au sabbat et tous les J'ai chats pris qui de se réunissent Montmartre. sur les toits. Ah, c'est pas mal, hein. C'est quoi? Ça, c'est une attaque de chat. Oui, Attention, le chat, c'est féroce. Hein. Hein, il est domestiqué, notre. Hein. Et Mais il y en a d'autres. Hein. En Australie. il y a des Plein de poissons C'est une dans poissonnière, c'est ça? Ah, ça, on a vu poissonnière. Ouais, ouais. Mais bon, Ouais. ça, c'est celle qu'on peut attaquer. Hein. On parle au début du XVIIe siècle, il y a une comtesse de Ornoc, qui était la descendante, la fille d'une illustre famille à Anvers. Et dans l'histoire d'Anvers, je crois qu'elle a été étranglée par un de ses amants. Hein, donc c'est déjà mauvais signe au départ. Et on l'a présentée, on lui a fait des obsèques solennelles, puisque c'était des gens très bien à Anvers, donc début XVIIe siècle. Et il était impossible de soulever le cercueil. Et l'enterrement a eu lieu, si j'ai bonne mémoire, à l'église qui vient de brûler d'ailleurs pas longtemps des Jésuites là. Charles Borromée. Charles Borromée. C'est là que ça s'est passé, du moins c'est là qu'on en a parlé dans une des caves cryptes là, très cachée. Hein. Et impossible de soulever la bière. Et puis on s'est dit tout de même, on va voir ce qui se passe là-dedans. On a levé le couvercle du cercueil, un chat noir en est sorti, il s'est perdu dans la foule. Du coup, on pouvait prendre le cercueil bien à l'aise et le descendre dans la crypte. C'est une histoire que l'on raconte à Anvers, légendaire peut-être, il y a quand même eu quelque chose au départ, mais en rapport avec les jésuites. Est-ce que c'est peut-être Bouddha? Je ne sais pas, hein, ça peut être ça aussi finalement. Hein, mais ça existe dans les légendes d'Anvers. Il y a la Charles Borromée, il y a la relique du prépuce du Christ. Le prépuce du Christ, il trouve qu'il serait, mais ça on en parlera une autre fois, le prépuce du Christ qui serait à la base de toute la conception de la ville d'Anvers. C'est là que commence l'histoire d'Anvers, étymologie, tout compris avec le prépuce du Christ, et ça peut s'étendre sur toute l'histoire de la ville. Mais là, il y a un travail qui reste à faire de ça. Ridicule. Ça, c'est ridicule. Du Christ. Ah, oui, oui. Bon, voilà une dernière scène. Hein. Il y a bien sûr caché, je crois que ça se trouve à Florence, caché, il y a le petit chat, il est là, il est petit. Hein. Seulement, l'auteur qui a réalisé le tableau a placé le chat derrière Judas, qui est là. Ce qui veut dire qu'on a encore toujours cette idée du chat. Normalement, le tableau est à l'envers, sauf si le décorateur a loupé le truc, ça fait rien, un chat de l'autre côté. Ben, ça fait rien. Mais il est derrière Judas. Pourquoi Judas? Ben parce qu'il a la couleur jaune de la putréfaction. C'est comme ça qu'on reconnaît Judas entre tous les autres. Bon, histoire de chat. Ben, j'en ai une qui est récente d'ailleurs, mais en ce qui vous concerne, au Stylite, j'en ai connu une. Vous étiez peut-être là, il y a déjà pas mal de temps, à Châlons. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Châlons en Champagne. Ah oui. Nous avons visité, il y a longtemps ça, nous avons visité la cathédrale, c'est la collégiale à Châlons. Et lorsque le groupe, nous étions une bonne vingtaine, près de 30, s'est présenté à l'entrée de la collégiale, il y a un chat noir qui nous attendait. Vous vous souvenez de ça? Il n'y en a plus ici de cette époque-là. Il y a pas mal de temps. En effet, il y a une église, je ne savais plus où c'était, Oui. mais en effet, je l'ai vu. Et on rentre, ce chat nous a servi de guide dans l'église. Oui, en effet. Ce qui veut dire qu'on est rentré par la porte latérale, on est passé devant l'autel et on a fait toutes les chapelles. Il y a 12 chapelles. Le chat nous attendait devant chaque chapelle. Lorsque je donne l'explication, on quittait l'endroit, il nous conduisait vers la chapelle suivante, etc. etc. Je vous donne ma parole, on a fait toute l'église avec ce chat. En sortant de l'église, le car était devant la porte, le chat voulait rentrer dans le car. Mais c'était fabuleux ce chat, il s'arrêtait devant une autre chapelle, ils vont arriver, et on a fait les 12 sur ça. C'était inexplicable. Mais oui, je le vois. Il y avait ah, mais c'est une collégiale, il y avait des chats noirs. Donc c'était l'âme de... Qui sait. Un autre chat, mais ça c'est beaucoup plus récent, ceux qui ont fait l'Alsace avec moi, je l'ai raconté. Je suis à Célestat, je prépare le voyage. Je suis à Célestat en touriste, et je visite l'église romane. Et l'église est toute vide, parce qu'il est tôt le matin, pas tôt le matin, pour l'église c'est 10 heures. Et il y a deux dames, il y a un chat qui est dans le coin,
d'une partie de l'église, derrière la porte. Il a la tête dans le coin et les pattes également. On ne le voit pas, on ne voit que son dos et son postérieur. Ce chat ne bronche pas et les deux dames ne le frappent pas, mais on essaye de le faire partir avec 2 manches à balai. Je l'ai vu occupé, moi je rentre, je me saisis, je dis enfin pourquoi vous faites ça à cette bête? On ne fait pas des trucs pareils. Elle me dit oui mais écoutez, on ne lui fait pas mal, mais on veut le chasser de l'église. À chaque fois qu'on le met dehors, hein, par la porte, il rentre par la fenêtre. Et il fait ses besoins dans l'église, bon c'est un petit peu normal, on n'arrive pas à en être quitte. Je dis oui mais c'est pas de cette façon-là qu'on va pouvoir éjecter le chat. Moi je panique tout de même un peu, parce que si c'était un chat sauvage, il peut y avoir des problèmes. Mais ce chat est vraiment dans le coin. Et elle me dit, vous savez nous aider? Je dis, pas de problème, je vais essayer de vous aider. Je prends le chat. Délicatement, ce chat ne bronche pas, c'est un siamois. Il ne bronche pas. Sa patte était coincée dans le grillage. Il y a un grillage pour que quand on nettoie l'église, on fait passer l'eau. Et sa patte était, il ne sait plus bouger. Alors tout doucement, j'ai retiré sa patte, je l'ai pris, mais il était bien nourri. Et je l'ai passé sous les escaliers de l'église, il ne m'a plus jamais vu. Alors cette dame qui était la sacristine, elle va dans son portefeuille, combien je vous dois? Mais j'ai besoin de vous. Elle m'a dit, ah bon, elle a besoin de moi, c'est bien, je vais lui demander une chose. Je reviens dans cette église dans 10 jours, avec un groupe. Votre curé a placé un tapis sur le labyrinthe, ce qui est honteux dans cette église, mais ils font tous tout le moment. Demandez au curé qu'il enlève le tapis. Alors je dis, je vais insister avec quoi? Je dis, vous savez, là, le chat qui est dans l'église et qui s'enferme dans l'église, c'était l'âme d'un défunt pour qui vous avez très peu prié. Évidemment, sa réaction, c'était, je vous assure, ici, on prie beaucoup quand même. Et alors, c'est pas ça. N'empêche, 10 jours plus tard, on est rentré dans l'église, le labyrinthe était complètement dégagé. Avec les signes du zodiaque, etc., c'était merveilleux. Mais voilà, un chat bénéfique. Je crois que c'est le Dieu. Un bienfait n'est jamais perdu. Absolument. Ah, ça je sais pas. Je pense pas parce que l'église était vide. Oui, on a juste eu un prêtre, un très vieux prêtre qui est venu nous expliquer un peu n'importe quoi. Mais il avait beaucoup de choses. Il était gentil. Voilà encore l'exécution. Ah, c'est quand même du contemporain, l'exécution des Templiers, pour marquer qu'il n'y en a pas 40, il y en a 2. C'est important, il n'y en a pas tellement qui ont été brûlés. Vous allez me dire, oui, mais il n'y en aurait qu'un. Hein, d'accord. Dans la pharmacie, tiens, ça va vous intéresser. Dans la pharmacie, on employait la viande, le foie et les excréments de chat. C'était prisé, on aimait ça pour faire des préparations. Alors, que faisait-on avec la viande et le foie de chat? Eh bien, on guérissait les hémorroïdes notamment, des impositions. Ah oui, la goutte aussi, les calculs rénaux également, et les problèmes aux yeux, infection aux yeux, donc grâce à des parties du corps du chat. Le chat guérisseur aussi, on va pas parler du maléfique, on peut parler un petit peu du chat bénéfique. Lorsqu'on souffrait le mal à la gorge, on avait le choix, où on allait, surtout pas aller chez le médecin, on allait soit chez Saint-Blaise, au Bénite, etc. On buvait l'eau de Saint-Blaise, une source miraculeuse, en principe ça devait être efficace. Par contre, si on arrivait à récupérer de la cervelle de chat encore chaude, on prenait de la cervelle de chat et on gargarisait la gorge. Ça paraît que c'était extraordinaire. Chaude, hein? C'était la chaleur qui faisait l'effet, c'est tout. Ah oui, peut-être, le chat, mais ça devait être très ancien. Hein? Quand vous souffrez de rhumatisme, on mettait des peaux de chat à l'endroit où vous souffrez. On a dit aussi, oui, les excréments de chat mélangés à de la moutarde et du vinaigre, après ça on arrête, je vous jure. Hein? Bon appétit après. On plaçait ça tous les soirs sur le crâne et c'était bénéfique pour la repousse des cheveux. On terminera par là. L'histoire de Nostradamus, eh bien, elle est connue pour les amateurs qui ont étudié plus que certaines parties de l'œuvre de Nostradamus. Un jour, Catherine de Médicis venait de perdre son mari, Henri II, lors d'un tournoi, c'est connu. Et elle invite Nostradamus, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous avez un détail complémentaire, ça m'intéresse, parce que vous avez étudié Nostradamus. Catherine de Médicis invite Nostradamus en disant, bon, j'ai 3 fils, hein, vous allez essayer de me dire celui qui va régner. Ils sont 3. Bon, lui s'est installé comme d'habitude, avec les pieds dans un bassin, avec une chandelle, une grande baguette. Seulement, cette fois-là, il a insisté
pour faire tracer un cercle. Dans ce cercle, il a placé 3 éléments qui représentaient chacun un dauphin, c'est-à-dire un crâne, un tibia et un chat. Le chat, il a parlé un peu des autres fils, mais il est resté un petit peu plus sur le chat en disant que le chat représentait Henri III. Il porte malheur, puisqu'Henri III sera assassiné par Clément, et que c'est Henri IV de Bourbon qui allait monter sur le trône. Il a dit Henri de Bourbon, qui allait monter sur le trône. Elle a poussé une crise épouvantable. Hein, Catherine II, elle a éjecté pour un certain moment Nostradamus parce qu'il n'a pas voulu dire exactement ce qui allait se présenter. Il paraît qu'il y a eu des ombres, du brouillard, il y a eu de tout, il paraît, parce qu'on a réécrit. Bon, ça j'avais laissé, c'est le fou. Hein, c'est le fou qui est représenté, c'est à l'entrée d'une cathédrale. Hein, ça veut dire qu'ici, bon, ben, ceux qui n'ont pas leur sein, il ne faut pas rentrer, ça ne sert à rien. Ce qu'on va leur apprendre, ça ne les touchera même pas, ils ne sont pas capables de comprendre. Par contre, à l'entrée des cathédrales, il y a chaque fois un âne. L'âne qui est considéré, il a de grandes oreilles, lui, il peut comprendre. Il peut modifier son style de vie, il peut comprendre. Ah, ça ce sont ceux qui emmènent la peste. Hein. Ce sont les rats. Hein. Ce sont des rats. C'est une reproduction d'un tableau qui est consacré à la peste, hein, à la Renaissance, et c'est la valse des rats. Voilà l'Arche de Noé. J'ai bien examiné, il n'y a pas de chat. Voilà, je vous donne rendez-vous.